Ça y est, on y est, l'automne pointe le bout de son nez et pour certains, hélas, c'est un peu aussi l'automne au travail. On réalise que notre quotidien nous pèse de plus en plus et qu'on va travailler à reculons. Alors si ces mots résonnent pour vous, je vous recommande chaudement, chaleureusement le Parcours Chance, le sponsor de cet épisode, parce que la vie est trop courte pour la perdre dans un travail qui ne fait plus de sens pour vous. Je vous en parle depuis un moment. Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. On a vraiment d'excellents retours des auditrices et des auditeurs de Métamorphose qui ont fait le Parcours Chance. En 3 mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment, repenser votre travail avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. Et ce que j'aime particulièrement chez Chance, c'est la force et la présence de leur communauté d'entraide. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail non négligeable et qui devrait vous aider à sauter le pas, le parcours est 100% finançable grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à vous mettre en action. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. On est tous et toutes marqués par notre enfance, par les bons moments, mais aussi par les regrets, les questions et les rancœurs. Ces souffrances sont souvent enfuies si profondément qu'il est difficile d'en parler et parfois même de les identifier. Elles peuvent être liées à une éducation trop sévère, un père absent, un frère ou une sœur qui retient toute l'attention. Les blessures non résolues se transforment en non-dits qui façonnent notre personnalité. Dans son livre L'Indésir, paru aux éditions L'Iconoclaste, notre invitée du jour nous raconte l'histoire de Nouria, une jeune femme confrontée à la perte soudaine de sa mère qu'elle a à peine connue. Son histoire nous invite à questionner les blocages qui nous empêchent de vivre heureux. Bonjour Joséphine Tassi et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour. C'est un premier roman pour toi et tu dresses un tableau tout en subtilité des relations humaines, de l'amour, du deuil et des 1000 facettes qu'on a tous en nous. L'odyssée émotionnelle de Nouria nous invite à réfléchir à nos propres histoires, aux mécanismes d'adaptation que nous développons en réponse aux défis de la vie. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ce récit ? Quand j'ai commencé à écrire L'Indésir, j'avais des questions en tête, plus que des thèmes ou des messages à faire passer. Et j'avais surtout 2 questions en tête. La première, c'était une question qui portait sur l'absence. Et peut-être, si je devais la formuler précisément a posteriori, je pense que c'était comment on se construit autour de l'absence de quelqu'un qui aurait dû nous aimer. Et la seconde question portait sur les sentiments, et en particulier les sentiments contradictoires. Et comment on faisait pour soit cesser de ressentir des sentiments contradictoires, ou au contraire, comment on faisait pour s'en accommoder et apprendre à vivre avec des sentiments qui ne sont pas là où on les voudrait. Donc, avec Nouria, j'ai pu explorer la joie alors qu'elle devrait être triste, puisque donc sa mère meurt et Nouria reste assez indifférente à la situation. Mais en fait, grâce aux autres personnages, il y a d'autres sentiments auxquels j'ai pu m'intéresser, la honte, la culpabilité, l'envie d'amour, ce genre de choses. Je vais faire un petit résumé pour les auditeurs, sans tout révéler bien sûr. Donc un soir, Nouria revient de boîte avec un garçon et on lui apprend la mort de sa mère qu'elle n'a pas revue depuis des années. Elle décide de se rendre à l'enterrement avec le garçon en question, Abel, et fait la connaissance de personnes qui ont connu sa mère. Au départ un peu au hasard, puis parce qu'elle le souhaite, elle va chercher, à travers leurs témoignages en mosaïque, à recréer le portrait de cette femme qui lui a tant manqué. En filigrane, la question qu'elle se pose, c'est pourquoi sa mère ne l'a pas aimée, pourquoi elle n'a pas été présente dans sa vie. Et ma question, c'est comment on peut dépasser le drame d'un deuil qui laisse sans réponse des questions aussi fondamentales que ça ? Je ne sais pas comment on peut faire. Je pense que
je pense qu'il y a autant de réponses que de deuil, et peut-être que d'autres personnes ont trouvé des chemins très différents de celui que Nouria va finir par prendre dans le livre. Mais Nouria, en fait, c'est pas exactement ça qu'elle se... Enfin, c'est pas tout à fait ça la question qu'elle se pose, parce que pour elle, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas un drame. Donc, elle sait pas tant comment je fais pour... me remettre de cette douleur et me remettre de mes questions sans réponse. Elle, son chemin, ça va d'abord être, maintenant que ma mère est morte, quelles sont les questions qui me restent? Elle est encore au stade antérieur. Il faut déjà qu'elle admette qu'il lui a manqué quelque chose. Elle a besoin de savoir des choses sur cette femme. Parce que le problème de Nouria, c'est, comme le titre l'indique, l'indésir. Elle ne peut pas se... Elle n'ose pas poser les questions, aller vers les gens, aller vers sa mère, aller vers ses amis non plus. Tu parles d'un désir. Nouria est aux prises avec ce sentiment. C'est un sentiment de détachement. Nouria n'a plus envie de rien. Comment on sort de ce sentiment de torpeur ? En fait, j'ai l'impression qu'avec Nouria et avec ce livre, moi, je ne me suis pas du tout posé ces questions. Et d'ailleurs, dans la vie, je ne me pose pas ce genre de questions. En fait, je pense pas que Nouria pourrait répondre et pourrait se dire on sort de ce sentiment en faisant telle chose et en ayant tel comportement et en lisant et en se levant à telle heure et en buvant telle boisson. Je sais pas, je pense pas que... Moi, la seule leçon que je peux prétendre partager, parce que elle a servi à Nouria et peut-être qu'elle m'a servi aussi à certains moments, c'est celle de s'attacher aux petites joies et de persévérer dans l'idée... en fait, de persévérer, mais c'est un peu étrange dit comme ça, mais je trouve que c'est une citation de Spinoza qui est assez intéressante et qui est en fait la philosophie que j'ai utilisée pour l'écriture de l'Indésir. Il dit qu'il faut persévérer dans son être, chercher les causes de son désir, et une fois qu'on les a identifiées, faire en sorte de les faire advenir le plus souvent dans nos vies. Et en fait, ça a l'air très abstrait, mais je pense que c'est un des philosophes éthiques les plus simples à comprendre déjà, parce que la lecture de Spinoza est en fait assez facile, mais aussi c'est un des philosophes les plus simples à simplifier, enfin une des pensées philosophiques les plus simples à pas simplifier en fait, mais à édulcorer au point où on peut en faire des maximes utiles pour la vie quotidienne. Et je pense que Nouria, c'est tout à fait ce qu'elle arrive à retenir. Je pense qu'à un moment, elle est tellement éloignée de ce qui l'entoure qu'elle serait incapable d'écouter quelqu'un qui lui dirait « fais ci, fais ça et tu te sentiras mieux ». La seule chose qu'elle peut entendre, c'est « écoute-toi, vois les moments où tu souris le plus, essaie de les reproduire et si tu as un peu de chance, au bout d'un moment, le sourire restera, quoi. » À un moment, il y a Salomé, donc un autre personnage, une des amies de la mère de Nouria qu'elle rencontre au fil du livre. Et elle s'agace parce que Nouria ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie. Donc justement, tu parles des petites joies, donc elle ne sait pas vraiment identifier. Elle lui dit il faut que tu trouves Nouria, si tu ne veux rien, personne ne le voudra pour toi. C'est important pour elle d'avoir un but clair dans sa vie pour essayer de sortir justement de ça. Pour Nouria ou pour Salomé ? Pour Nouria. Pour Nouria, manifestement non, ça n'est pas du tout important, puisqu'elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut devenir dans la vie. Non, en fait, Nouria, c'est une jeune femme qui a refusé, ou qui a été incapable d'aller ailleurs que dans le présent, donc elle ne s'est pas intéressée à son passé, et ça s'est illustré par le fait qu'elle ne s'intéresse pas à sa mère, à l'histoire qu'elles ont eue. Elle partage quelques souvenirs, mais ce sont des souvenirs très anecdotiques. Elle parle quelquefois de sa grand-mère, de souvenirs de vacances, ce genre de choses. Donc le passé ne l'intéresse pas vraiment, et le futur, probablement encore moins. Et c'est en ça que c'est aussi une personnalité intéressante et séduisante, parce qu'elle est profondément dans le présent, ce qui est souvent présenté comme « ah oui, il faut être dans le présent, faire attention ». Et ça, c'est vrai, mais Nouria montre une autre façon d'être au présent qui, en l'occurrence, est néfaste, puisque elle n'arrive pas à savoir où elle va poser le pas suivant, et elle finit par être absorbée par ses incertitudes, à tel point qu'elle refuse même de s'interroger. En fait, je pense qu'elle se dit que si elle arrête de vouloir des choses, elle souffrira moins de ne pas savoir ce qu'elle veut, quoi.
Au terme d'un bouleversement intérieur, Nouria va décider de chercher activement des personnes qui ont connu sa mère afin d'en savoir plus sur elle. Elle accepte enfin, donc à ce moment du livre, de rejeter sa posture d'indifférence envers l'abandon de sa mère pour assumer ses sentiments. Souvent, on se ment à soi-même sans même s'en rendre compte, comme Nouria qui se persuade de n'avoir aucun intérêt pour sa mère. Quel est le rôle de ces mensonges et comment les identifier et les dépasser ? Alors là, j'ai vraiment une position très claire sur le sujet. Je pense que c'est très bien de se mentir. Je ne pense pas du tout que ce soit systématiquement néfaste. Bon, évidemment, ça peut paraître un peu radical comme position, mais il ne faut pas se mentir sur des choses importantes, j'imagine. Mais je ne pense pas que ce soit forcément une manipulation ou un manque de sincérité ou une façon nécessairement de se voiler la face que de créer des petits mensonges. Ne serait-ce que l'idée, ce que tu disais juste avant, l'idée d'être motivé par un but dans la vie, c'est presque de l'ordre du mensonge parce que le but peut changer souvent. Moi, j'ai eu plein de plans de carrière et de métiers rêvés et quand j'avais 6 ans, je voulais être danseuse étoile et est-ce que je me suis menti ? Ça pourrait tout à fait être de l'ordre du mensonge. En fait, c'est plutôt que j'ai créé des histoires, j'ai planté dans mon esprit des narrations fictives. Et quelle est la différence entre la fiction et le mensonge ? Simplement qu'il y en a un qui est accepté et qu'on met dans des livres et l'autre qui ne l'est pas. Mais non, je pense pas du tout que les mensonges à soi-même soient forcément néfastes. Donc je pense pas qu'il faille les dépasser nécessairement. Nouria, finalement, n'a pas... je pense pas... Vraiment, non. Le propos du livre n'est pas de dire que Nouria a perdu son temps, a gâché ses années où elle a prétendu ne pas vouloir s'intéresser à sa mère. Au contraire, ça lui a vraiment permis de vivre mieux. Et probablement maintenant... à partir du moment... Comme si elle existait maintenant, mais à partir du moment où elle rencontre des amis de sa mère, elle apprend plus de choses sur elle, elle arrive à une nouvelle période de sa vie qui... est certainement plus heureuse parce que elle a réussi à déterrer des blessures anciennes et dans une certaine mesure à les guérir. Certainement, elle devient plus heureuse, mais je pense pas qu'elle aurait pu être plus heureuse auparavant parce que de toute façon, cette femme ne s'intéressait pas à elle et elle a trouvé un moyen de survivre qui était fondé sur des mensonges, mais n'était pas néfaste pour elle. Tout à fait, ouais. Donc ils ont un rôle et c'est tout à fait sain parfois, en fait. Oui, en fait, je pense que parfois, ça peut... nous aider à accepter des circonstances qui sont en notre défaveur et qui ne peuvent que nous rendre malheureux. Mm-hmm. Je pense que Nouria, quand même, a déjà le mérite de ne pas avoir prétendu que sa mère ne lui faisait pas de mal ou que... et puis, elle a aussi le mérite de ne pas avoir continué d'espérer qu'un jour, elle serait présente dans sa vie. Elle a déjà déblayé beaucoup des mensonges que des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents peuvent entretenir. Elle a admis que sa mère ne l'aimait pas. Donc non, je pense qu'elle en a gardé quelques-uns parce que quelquefois ça aide à vivre. Mm-hmm. On va parler un peu d'Abel, le garçon qui accompagne Nouria. Son interaction avec Nouria montre l'importance d'une communication bienveillante, sans jugement et sincère, dans le parcours vers la guérison intérieure ou en tout cas vers l'équilibre, un peu plus d'équilibre émotionnel. Abel est l'élément déclencheur de prise de conscience majeure pour Nouria, en lui apportant une perspective extérieure sur ses problèmes. Comment est-ce qu'on peut aider l'autre, à travers cet exemple, comment est-ce qu'on peut aider l'autre et l'accompagner au maximum dans son parcours émotionnel ? Je trouve ça très amusant qu'on me pose ces questions. C'est des questions que je trouve intéressantes, hein, mais je me demande ce que je peux en dire. C'est-à-dire que, en fait... j'ai une réponse, hein, mais... Ce personnage, c'est quand même le personnage de l'accompagnateur, dans tout le livre. Ah oui, mais d'ailleurs, il a été créé comme ça. Il est super stylé, on peut mais en fait, il n'existait pas à la base. Tous les autres personnages, je les avais très bien construits dans ma tête. Je les imaginais tout à fait. J'étais très claire. Donc, je les avais très bien construits initialement. Et j'avais leurs histoires, leurs prénoms, leur façon de s'exprimer, leur façon de se tenir. C'était très précis. Abel, je l'ai créé parce que j'ai commencé à écrire l'histoire sans lui. Et donc, Nouria a rencontré ces gens. Et elle avait des pensées sur sa mère. Et en fait, c'était un parcours qui était trop solitaire et ça ne fonctionnait pas. Il manquait quelque chose. Je comprenais pas comment ce personnage qui était tellement bloqué dans des façons d'être égoïstes, en fait, puisqu'elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent. Elle ne regar
c'était impossible d'imaginer qu'elle finisse par éclore. Et donc, j'ai créé Abel comme le parfait interlocuteur. C'est tout. Je n'ai pas pensé j'ai pensé à absolument rien. Simplement, à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête ce monologue, donc je vais en faire un dialogue, et j'ai intégré Abel. Et en fait, il s'est transformé, un peu malgré moi, en un interlocuteur non seulement parfait, mais surtout doté d'un esprit effectivement très bienveillant, très à l'écoute, prenant exactement la place qu'il faut. Donc, il est parfois à l'origine de prise de conscience, mais il est aussi souvent silencieux. Ça lui arrive de partir pour des raisons qui, dans le livre, sont liées à, je sais pas, il doit aller chercher une bouteille d'eau, je ne sais quoi, mais on peut tout à fait penser que c'est parce qu'il a l'impression qu'il faut qu'il laisse de la place à Nouria et à la personne qui l'accompagne. Donc oui, j'ai un peu créé l'homme idéal, ouais. Enfin, en l'occurrence, c'est un homme, ça pourrait être une femme idéale. Mais... Tout à fait. Mais oui, mais en fait, c'est amusant parce que je sais pas pourquoi je l'ai fait si bienveillant, parce que quand j'y pensais, moi, je le voyais plein de défauts. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai eu des lecteurs qui m'ont dit qu'ils le trouvaient un peu égocentrique, un peu parasite, parce qu'il passe ses 2 jours avec Nouria parce qu'il a perdu ses clés initialement, et en fait, il peut pas rentrer chez lui. Et donc, il y a des lecteurs qui l'ont perçu, certes bienveillant, mais intéressé aussi. Donc, je sais pas, il est bizarre, ce personnage. Moi, je l'ai pas du tout perçu comme ça. Je l'ai vraiment perçu comme très bienveillant. Et surtout, une de ses caractéristiques que je pense, à mon avis, c'est ça qui a aussi beaucoup aidé Nouria. Et c'est pas pour rien aussi que quand tu as écrit Nouria sans Abel, tu t'es dit non, ça n'a pas. Enfin, il lui manque un élément. Et en fait, c'est sa sincérité, c'est son honnêteté directe, très parfois un peu brutale, quoi. Quand il dit à un moment, il dit tu peux pas vivre comme un fantôme parce que ta maman ne t'a jamais aimé. Il dit vraiment les mots comme ça et il lui balance au visage un peu, et ça la met face au mur un peu et ça crée des bouleversements dans le livre qui sont créateurs, quoi. Enfin, Oui, mais en fait, ce qui est intéressant dans cette, je pense que ça, c'est une situation moi, j'ai déjà vécu ce genre de situation, et c'est une situation que je souhaite à tout le monde, parce que réussir à avoir assez confiance en quelqu'un pour admettre des mots violents comme fondés sur une bienveillance et un amour et l'envie d'aider, moi, je le vois vraiment comme une chance. Mais en fait, ce qui est intéressant dans leur relation, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Donc, pourquoi Nouria a confiance en lui ? Parce que, je pense que ces mots-là, quand on les... En fait, je sais pas, moi, je suis assez persuadée que... d'ailleurs, c'est dans le livre aussi, qu'on n'entend jamais que les mots qu'on est prêt à entendre, quoi. Je pense que on peut pas vraiment avoir de prise de conscience qui soit vraiment à l'initiative de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et Nouria, si elle entend les mots d'Abel, c'est parce que peut-être elle a assez confiance en lui pour le laisser parler, tout simplement. Enfin, il faut quand même qu'il ait l'espace initialement. Mais surtout parce qu'elle-même est déjà prête à l'entendre. Et je pense que si ça n'avait pas été le cas, même ce passage... d'ailleurs, elle prend assez mal cette phrase que tu viens de citer. Et il s'engueule un peu, mais elle finit par revenir sur son énervement initial et par prendre en compte ce qu'il vient de dire. Mais si elle l'entend, je pense que c'est seulement parce que elle le sait, quoi. Elle sait qu'elle se ment, elle sait que son indifférence la rend malheureuse, et c'est parce qu'elle-même veut changer et devenir quelqu'un d'autre qu'elle est prête à entendre ce que dit Abel. En fait, en ayant confiance en Abel, qui est une personne qu'elle ne connaît pas, au final, ça va la mettre un peu dans une attitude qui va lui apprendre à refaire confiance à la vie en général. Parce qu'au final, sa blessure, qui est très profonde, qui est l'absence de sa mère, qu'elle ne s'avoue pas, mais c'est quelque chose qui lui a, d'une certaine manière, fait perdre confiance en la vie. Est-ce que... Est-ce que tu penses que c'est ça ? Est-ce que c'est la confiance qui est l'élément clé qui va faire qu'elle va sortir de sa blessure ? Est-ce que c'est la confiance qui va faire... Non, je pense... Enfin, je sais pas, moi, je l'ai pas vu comme ça. Après, je sais pas, encore une fois, j'ai l'impression que c'est pour ça que j'écris des récits de fiction et pas des essais, quoi. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est de créer des personnalités aussi complexes et
et fouiller que possible pour qu'elles se comportent comme de vraies personnes. Et puis ensuite, voir comment elles réagissent à des situations dans lesquelles je les mets, des décors dans lesquels je les mets, une époque, une ville. Est-ce que c'est la confiance qui peut-être, je sais pas. On peut voir les choses comme ça. Je pense qu'on peut. Moi, je sais même pas si j'ai vraiment la réponse à pourquoi Nouria finit par reprendre vie. Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'elle rencontre Abel ? Est-ce que c'est parce que sa mère meurt ? Est-ce que c'est parce que tel oncle lui dit telle chose ou tel amant lui raconte telle histoire ? Est-ce que c'est parce que je sais pas. Pour revenir sur tout, il y a beaucoup de relations dans le livre, de relations humaines très, très intenses, notamment à travers les proches de la mère de Nouria, qui parlent d'elle chacun de leur point de vue. Donc toujours très intense, on a l'amour fou, la rancœur, on a aussi la manipulation, le contrôle. Est-ce qu'au final, la mère de Nouria, qui est si entourée en surface, mais si peu connue en profondeur, est-ce qu'elle n'était pas en fait plutôt seule ? Est-ce que c'est pas cette solitude, ce manque de relations saines, d'une certaine manière, ou signifiante, qui l'a poussée à mettre fin à ses jours ? Ah bah ça, il faudrait lui demander. Hein. Je pense pas qu'on puisse savoir pourquoi les gens se suicident. Et je crois même que l'objet du livre, c'est de dire qu'on sait jamais pourquoi les gens se suicident. Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Et d'ailleurs, pour les quelques lecteurs que j'ai rencontrés et qui ont trouvé que... en fait, c'est intéressant à quel point les lecteurs rapprochent l'histoire de leur propre histoire. Et j'ai eu quelques lecteurs qui m'ont raconté qu'ils avaient trouvé ça intéressant, ce que je disais sur le suicide d'un proche et les questions qu'on se pose, et surtout l'obsession de l'entourage pour cette question « pourquoi ?» Pourquoi la personne s'est tuée. En fait, oui, la fresque que je tisse autour et à propos de cette femme, elle tourne autour de ce pourquoi, mais finalement ce qu'on en tire à la fin de la lecture, c'est plutôt que chaque personnage avait une raison différente, avait une réponse à cette question différente, et par cette réponse donner plus d'informations sur lui-même que sur la mère. Ce qui est vrai, c'est que c'est un personnage qui a manifestement été difficile à aimer, parce qu'elle a presque que des relations compliquées, que ce soit avec son frère ou avec même... Oui, pas forcément compliquées, mais soit compliquées, soit déjà à moitié finies. On rencontre une vieille amie dont elle s'est manifestement séparée, un frère qu'elle voit très rarement, elle s'entend mal avec sa belle-sœur. Enfin, toujours... et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par choisir ce titre, L'Indésir, parce que je me suis aperçue que c'était déjà le sentiment qui caractérisait Nouria, mais c'est aussi un sentiment qui correspond bien aux relations que la mère avait avec ses personnages. Parce qu'en fait, l'indésir, pour moi, c'est pas seulement l'absence de désir et une relation compliquée au monde, c'est vraiment... Parce que j'aurais pu choisir un autre préfixe, par exemple la désir. D'ailleurs, j'ai rencontré un psy qui m'a dit « Ah, mais vous n'avez pas la désir. Pourquoi c'est pas la désir ?» Parce que apparemment, ça aurait été plus... ça aurait signifié ça, l'absence de désir. Et je lui ai répondu que c'était pas l'absence de désir, l'indésir. C'est un mouvement, de la même manière que le désir est un mouvement vers l'autre, simplement un mouvement qui va dans l'autre sens. Un mouvement qui nous éloigne de l'autre. Et je pense que on s'éloigne de l'autre en sabotant en sabotant nos sentiments, et notre capacité à en éprouver, en fait, en sabotant le premier germe d'une possibilité de rapprochement avec quelqu'un d'autre. Et c'est souvent ce qui se passe avec les personnages, parce que il y en a certains qui n'ont pas osé aimer la mère, d'autres qui n'ont pas osé lui dire qu'il l'aimait différemment aujourd'hui, et d'autres simplement qui, à cause de des choix qu'ils avaient faits, ne voulaient plus qu'elles prennent telle ou telle place dans leur vie. Donc, toujours des sentiments empêchés et que les personnages, en tout cas, finissent par regretter. Et ça, je pense que ça, c'est assez universel. Je pense qu'on finit toujours par regretter ce qu'on n'a pas osé faire. Ouais, on voit à la fin, tu parles de culpabilité par rapport au suicide, c'est très difficile de gérer ça pour les proches. On voit à la fin que chacun, en effet, a son propre pourquoi. Et ils s'accusent les uns les autres au final.
Et on se rend compte aussi que Nouria, elle-même, se demande si c'est pas à cause d'elle que sa mère a fait ce geste. Donc c'est quand même une mort très violente, enfin en tout cas un événement très violent dans la vie de tous ces personnages. Comment, à ton avis, on peut sortir de la culpabilité quand on n'a pas de réponse face à un drame comme ça? Moi, je ne suis pas dans une entreprise de combat contre les sentiments. Je n'ai pas envie de dire qu'il faut ne plus se sentir coupable et ne plus avoir honte et ne plus être triste. Parce que, en fait, je pense que ça crée plus de déception que de joie. Parce que on se finit toujours par être un peu rattrapé, même si le temps atténue les choses et peut-être une vie par ailleurs plus heureuse atténue les sentiments tristes. Mais toujours un moment où en fait ça va à nouveau nous submerger et ressentir un immense échec à chaque fois que le sentiment revient. Je trouve que c'est vraiment néfaste. Moi, j'ai l'impression que ce qui est plus intéressant, c'est de se demander comment on vit avec. Comment on vit en constatant que aujourd'hui encore, on se sent coupable, mais pourtant, il faut continuer sa vie, il faut continuer d'aimer les gens qu'on aime, et il faut continuer à passer du temps à faire les choses qu'on doit faire. Et comment on continue de ressentir la culpabilité tout en s'autorisant à ressentir autre chose. Comment on fait pour se sentir coupable et se sentir aimé ou se sentir heureux de faire telle chose ou excité à l'idée de rencontrer telle personne. Je pense que c'est plutôt là que moi je place la question. Peut-être parce que je me suis simplement résignée à ne plus ressentir les sentiments qui me déplaisent. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui arrivent à passer à autre chose. Moi, je suis pas... j'ai arrêté de vouloir passer à autre chose. Simplement, maintenant, je me laisse plus submerger en me disant qu'il est possible de ressentir plusieurs choses, que nous sommes assez forts et assez complexes pour se sentir coupable et se sentir plein d'espoir, se sentir plein de choses qui donnent le sourire, quoi. Le roman parle de sexisme, de racisme, de problèmes très lourds auxquels Nouria est confrontée, mais qu'elle traite avec une certaine indifférence, comme tout. Un ami de sa mère lui touche les cheveux ou s'approche d'elle de manière déplacée, mais elle ne réagit pas. Tu mentionnes, je cite, « la mémoire collective des femmes pragmatiques qui ont plus à perdre qu'à gagner », en s'opposant à l'homme. Pourquoi, malgré le féminisme et les droits humains dont on parle beaucoup, est-ce que c'est souvent difficile de s'imposer dans ces cas-là? Pourquoi c'est difficile, en fait? Pourquoi ça demeure toujours... Il y a toujours une tension à cet endroit-là? À mon avis, encore une fois, à cause de ces sentiments contradictoires. Parce que, et c'est justement l'expérience qu'a Nouria à un moment du roman, si elle observait la situation dans laquelle elle se retrouve de façon lucide et simple, elle se rendrait compte qu'il est tout à fait possible pour elle de simplement se soustraire à un type qui lui met la main sur la cuisse, je crois, c'est ça. Ce serait possible simplement de se retirer et de lui dire arrêtez de me toucher, monsieur, point. Mais sur le moment, elle a un réflexe que moi j'ai souvent et dont je n'ai plus honte. Enfin, pendant longtemps, je me disais mais pourquoi tu n'oses pas prendre cette place et ce rôle? Pourquoi tu ne dis pas à telle personne qu'elle ne peut pas se comporter comme ça avec toi? Bon, de plus en plus, j'ai l'impression que je le fais. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est un problème de réflexe. Ce genre de situation, il faut réagir dans l'instant. Et dans ce genre de cas, il y a des psys qui ont... Enfin, c'est une théorie qui est assez célèbre maintenant, mais il y a deux psys qui, dans les années 90, ont proposé une théorie qui parle de deux types de réflexion. Le premier serait plus instinctif et nous permettrait de prendre des décisions quand on a peu de temps. Et le second serait plus réflexif et nous permettrait d'accomplir des tâches intellectuelles plus longues et qui demandent plus d'efforts. Donc, je sais pas, des tâches plutôt professionnelles, par exemple, résoudre un problème long, ce genre de choses. Et en fait, ils expliquent qu'en utilisant le premier type de raisonnement, on fait plus d'erreurs, mais en moyenne, on s'en sort mieux que si on utilisait le second type, qui est de toute façon inaccessible dans énormément de situations, parce qu'on n'a pas le temps, on est stressé, donc on ne peut pas utiliser ce type de raisonnement.
Et je trouve que cette théorie psychologique je trouve que c'est assez rassurant. Moi, ça me rassure. Je me dis, en fait, tout le monde est comme ça. Tout le monde a tendance à utiliser des façons de penser un peu toutes faites, parce que non seulement c'est plus rapide, mais aussi, en moyenne, c'est plus efficace. Donc peut-être que je vais avoir la mauvaise réaction de temps en temps, mais en fait, et c'est ce que dit Nouria dans la phrase que tu viens de citer, dans cette situation-là, probablement, elle aurait pu dire à cet homme de ne pas se comporter comme il le faisait. Mais la plupart du temps, on ne sait pas exactement comment l'homme va réagir, et ça reste une meilleure réponse. Et c'est en ça que... moi, c'est peut-être une posture avec laquelle je me suis réconciliée depuis que je me dis qu'écrire pourrait prendre toute la place dans ma vie, ou en tout cas beaucoup de place, parce que l'écrivain est observateur. L'écrivain regarde la société, peut-être en témoigne, peut-être en dénonce certains aspects, mais son rôle n'est pas de combattre. Son rôle n'est pas de... Donc peut-être que c'est pour me racheter de toutes les fois où j'ai laissé des hommes mal se comporter avec moi que j'écris des livres où les femmes s'en plaignent. Enfin, s'en plaignent à peine, mais oui. On va revenir sur l'indésir et toutes ces questions autour du bonheur. À la fin du livre, Benoît, qui est psychologue et ami de la mère de Nouria, a ces mots: « Il faut du courage pour être heureux ». Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne sais pas si c'est vrai. Je me demande, moi, c'est un peu une grande question que je me suis toujours posée. Je me demande s'il y a des gens qui sont simplement heureux, quoi. Mais j'ai pas de réponse. Je suis pas sûre que je puisse vraiment savoir. Mais moi, il m'a toujours fallu du courage pour être heureuse, quoi. Et quand je l'ai accepté, j'ai trouvé tout beaucoup plus facile, parce que ça a rendu l'injonction au bonheur beaucoup moins lourde. L'idée qu'il fallait que je me batte pour que ça m'arrive, ça impliquait que si je me battais, même si j'étais pas tout à fait aussi heureuse que je le voulais, si je me battais, déjà j'étais sur la bonne voie, quoi. Et ça a déplacé en fait l'injonction. L'injonction, c'est essaie. Si tu essaies, ça suffit. Ouais. Tu vois plus ça comme une action que comme un sentiment qui serait juste passif, quoi. Mais alors, et je me rends compte, notamment plus je parle du livre et plus on me pose de questions dessus, je me rends compte que c'est vrai que beaucoup de ma pensée repose sur l'action, plus que sur les circonstances. Et bon, si on voulait simplifier les choses, ce serait un peu la philosophie stoïcienne, donc l'idée qu'il ne faut pas vouloir les événements autrement qu'ils ne sont, mais tenter de soi-même voir les événements qui sont là, présentés devant nous, comme ceux qui peuvent nous mener à la joie et au bonheur. Si on simplifiait, ce serait ça. Mais en fait, très concrètement, c'est simplement me rappeler ce qui m'a rendue heureuse hier, ce que je disais tout à l'heure, et essayer aujourd'hui. Et si ça marche pas, essayer autre chose. Et puis si ça marche toujours pas, aller me coucher. Oui, il y a des jours comme ça. Il faut juste aller se coucher. Tu écris « Il y a 100 raisons de mourir, mais une seule de vivre, le désir ». Qu'est-ce que tu appelles le désir que Benoît oppose à la simple envie, et comment le cultiver ? Tu as déjà donné des pistes, mais... ce que j'appelle le désir, c'est quelque chose qui englobe tout ce que le mot désir peut couvrir dans la langue française, donc le désir sexuel, le désir vital, le désir sensuel, donc pas forcément le désir de séduction, le désir qui est en jeu dans la séduction par exemple, qui est pas forcément exclusivement sexuel, et que moi je résume comme un mouvement vers l'autre. Et bon, j'ai parlé de Spinoza tout à l'heure, qui lui fonde une grande partie de sa pensée autour du désir, et sans doute j'ai été inspirée par cette vision-là. Lui-même ne définit pas le désir, il ne définit pas le désir, pas du tout, pas comme moi en tout cas. Moi, je préfère une définition plus simple qui parle de mouvement, parce que en fait, moi, ce qui m'a intéressée, c'est que le désir est une notion qui implique l'autre. On ne peut pas désirer seul. On peut pas... c'est impossible de désirer seul. Forcément, dans le désir, on crée un lien à l'autre, qui peut n'exister que dans notre tête, mais qui implique une autre personne. Et c'est en ça que je trouve ça vraiment intéressant, parce que je pense que... je m'intéresse
principalement à ce qui se joue entre deux personnes, ou plus de personnes, même si finalement, même dans les relations de groupe, c'est surtout des relations entre deux personnes qui entrent en jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui explique que deux personnes se rapprochent, s'éloignent, se battent, se retrouvent, s'oublient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a entre les gens, ce qu'il y a entre les mots même. Et le désir permet ça, il permet aussi de penser le corps, qui est plus important qu'on imagine, je pense, dans les relations. Parce qu'on a tendance à penser que le corps a surtout une importance dans les relations qui sont aussi corporelles, enfin, qui sont où on se touche. Alors que je pense qu'il y a aussi quelque chose... Et dans mon roman, je m'en suis rendu compte a posteriori aussi, la façon dont les personnages sont positionnés quand ils se parlent, alors qu'ils sont pas du tout... Enfin, vraiment en dehors de toute relation sexuelle, parce que Nouria rencontre, par exemple, son oncle, donc la relation la moins sexuée possible. Et la façon dont ils se tiennent, la façon dont leur corps a un mouvement vers l'autre, je trouve que le désir, en fait, dans l'imaginaire collectif, appelle tout à fait l'idée que le corps est en jeu dans la relation à l'autre. Donc ça m'intéressait. Et en fait, ce que je développe dans le livre, c'est que pour moi, le désir sexuel, c'est la même chose que le désir de vie, parce que le désir de vie passe par le désir de l'autre. Ne passe pas forcément par le désir sexuel de l'autre, mais dans les deux cas, je pense que ce qui doit animer quelqu'un qui a l'aspiration d'être heureux, c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que il ne peut y avoir au fond du cœur de quelqu'un qui veut être heureux rien d'autre que l'envie d'aller vers l'autre, quoi. Donc, pour quelqu'un qui serait confronté à l'indésir, c'est un peu une personne qui aurait coupé ses liens avec l'autre, enfin, qui ne serait plus... Ouais, qui aurait... Je pense, Nouria, son problème, c'est qu'elle... Et encore une fois, elle s'est mentie. Elle s'est mentie en se disant elle n'avait pas besoin des autres, quoi. Et en fait, je suis pas du tout en train de dire que on peut pas être heureux seul. Bien sûr qu'on peut être heureux seul, mais... Enfin, je suis pas en train de dire qu'on peut pas... Alors, non. Je suis pas en train de dire qu'on peut pas être heureux seul, genre pas en couple ou pas... C'est pas du tout... Mais alors, pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais je n'ai pas encore rencontré, dans ma jeune vie, peut-être qu'un jour je serai détrompée, mais en tout cas, je n'ai pas encore rencontré de personnes sincèrement heureuses qui ne soient pas insérées dans un réseau de relations riches et solides et joyeux. Peut-être que ça existe, peut-être qu'il y a des gens qui sont parfaitement solitaires et qui sont heureux, mais je n'en ai jamais rencontré. On voit bien d'ailleurs cette attitude de Nouria parce que elle est confrontée quand même à des personnages blessés tout au long du récit. Il y a Félix qui est, qui pleure sans s'arrêter parce qu'il est l'amoureux transi, quoi. La tante Constance qui s'énerve, qui reproche à la mère de renourrir son égoïsme. Ces deux amants qui s'insultent. Et en fait, elle reste complètement en retrait face à tout ça. Et en fait, le contraste est assez frappant entre sa posture qui est très dans l'indifférence et leurs émotions qui sont débordantes. Donc c'est vraiment quelque chose... On sent qu'il y a quelque chose d'abîmé dans la relation à l'autre qui crée peut-être cette position, cet indésir qui est à la racine. Moi, je pense que son manque d'empathie, c'est plutôt une conséquence qu'une cause. Pour moi, c'est dans l'autre sens. Et d'ailleurs, à un moment dans le roman, ça l'inquiète. Elle se demande justement ce qui est arrivé avant quoi. Est-ce que, en fait, elle est incapable de se sentir touchée par quelqu'un d'autre? Et ça, je pense que... Enfin, moi, c'est une question que je me suis posée à l'adolescence. Et en fait, je suis ravie, 10 ans plus tard, de m'apercevoir que je m'étais complètement trompée et qu'en fait, l'empathie aussi, c'est un muscle qui se travaille. Et plus on écoute les autres et plus on s'intéresse aux autres et plus on est touché. Maintenant, je suis ravie de pleurer devant des pubs ou devant un chien qui s'est cassé une patte ou... Enfin, un chien très mignon dans la rue tout à l'heure. Qui s'est cassé une patte. Qui s'est cassé une patte. Il est très content, mais les chiens qui ont une patte un peu enrubanée, quoi. Ouais. Mais non, oui, je pense que... Mais après, ce que tu dis sur les personnages blessés, moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus blessés que les autres. Enfin, ils sont blessés. Les moments de deuil, c'est souvent les moments où les gens ont envie de parler de leurs blessures. Et d'autant plus à Nouria, qui en plus a une ressemblance avec sa mère. Donc, il y a aussi un truc de...
je pense que ils ont envie, pour des raisons très différentes les uns des autres, mais ils ont envie d'avouer des choses à Nouria. Ils ont envie de raconter des souvenirs. Et donc, leurs blessures se voient particulièrement, mais je pense pas qu'ils soient plus blessés que les autres, non. Bon, tout le monde est blessé, quoi. Non, je sais pas, je pense. Si tu avais un conseil pour aider quelqu'un qui est confronté à l'indésir, aller vers l'autre, ou qu'est-ce que ce serait ton conseil? C'est marrant parce que moi, j'ai écrit ce livre en me disant, si je l'avais lu à 14 ans, ou à 16 ans, ça aurait changé ma vie. Et je me suis dit, mais il y avait pas, ce livre n'existe pas, donc je vais l'écrire. Je pense que ce serait de se regarder en face. En fait, je pense que c'est ça qui arrive à Nouria. Nouria se retrouve obligée par cette situation un peu violente et dramatique, et par l'intrusion d'Abel dans sa vie. Ouais. Elle se retrouve obligée de se regarder en face, un instant, juste assez longtemps pour se rendre compte qu'elle n'est pas contente de la vie qu'elle mène. Et je pense que déjà ça demande beaucoup de courage. C'est difficile de se dire je ne suis pas heureux. Parce que, surtout quand on ne sait pas pourquoi, surtout quand on ne sait pas où on va. Mais je pense qu'une fois cette première prise de conscience, il faut avoir un autre courage qui est celui de croire que ça peut aller mieux. Et ça, je pense que c'est très difficile parce que c'est avoir un espoir totalement infondé, quoi. C'est un peu être fou. Je pense qu'il faut être un peu fou. Il faut se dire, il faut croire en quelque chose dont on a absolument aucune preuve, aucune assurance. Et une fois qu'on s'est dit une fois qu'on a accepté ces deux choses, en parler, oui. En parler, mais en fait, c'est délicat. En parler, si on est vraiment... je pense qu'il y a aussi la question de la maladie mentale que j'aborde d'une façon détournée dans le livre. Donc, évidemment, si ça nous rend malheureux au point où on se demande si ça pourrait être plus grave qu'une déprime, il faut en parler à des gens dont c'est le métier. Et si c'est simplement que notre vie ne nous satisfait pas, sans qu'on pense que ce soit un problème à diagnostiquer cliniquement, ce qui en fait à mon avis touche énormément de gens qui en fait se satisfont moi pendant longtemps en tout cas, j'étais un peu dans on se satisfait de la vie qu'on a plus ou moins choisie sans vraiment faire exprès jusque-là, et puis on se dit mais je devrais être heureux parce que j'ai travaillé pour être ici, et puis en fait on n'est pas tout à fait sûr. Là, en parler, si on a la chance d'être entouré comme on le veut, et autrement aller chercher les gens qui nous écouteront ou les gens qui nous font rêver. Moi je pense que ce que j'aurais aimé entendre que ce que j'aime entendre aujourd'hui et ce que je me répète, c'est qu'il faut pas arrêter de rêver, quoi. Nouria, elle a complètement arrêté de rêver à un avenir meilleur, à une vie joyeuse, à une relation idéale avec sa mère. Elle a arrêté. Elle a décidé que... Parce que le désir, c'est ça, c'est l'idée de se projeter. Donc ça peut être dans le futur, ça peut être... Et Nouria, elle se projette plus. Je disais tout à l'heure qu'elle s'intéressait pas à son avenir. Et je trouve ça terrible, en fait, parce que... Je sais pas, je pense que le rêve a été amalgamé à l'idée de but. Et pourtant, pour moi, c'est très différent. Un but, ça peut mettre une pression, ça peut enfermer, ça peut un peu engoncer dans un chemin tout prédéterminé. Et puis, en fait, si on change d'avis, qu'est-ce qu'on fait? Alors que le rêve, ça peut être très grand et puis pas très défini. On peut dire... moi, par exemple, je rêvais d'être écrivain. J'ai toujours rêvé d'être écrivain. Et puis... j'ai eu le sentiment quand je suis devenue adulte, moi, si tant est que je sois adulte, mais quand j'ai grandi, on m'a plus ou moins dit en filigrane que c'était pour les enfants les rêves, quoi. Les adultes, ils n'ont pas des rêves, ils ont des projets, ils ont des... Mais moi, je crois vraiment à la force du rêve qui peut ne pas se réaliser, et c'est pas grave. C'est ce que je disais sur les mensonges. Je pense que c'est très bien de se raconter des histoires. En tout cas, pour certaines personnes qui, comme Nouria, et manifestement comme moi, ont plutôt tendance à ne pas rêver assez grand et ne pas vouloir assez de choses qu'à en vouloir trop ou à rêver trop. Je pense qu'il faut s'accrocher à ses rêves, quoi. Puis ils changent, et puis on change d'avis, et puis on rencontre d'autres gens qui nous donnent d'autres rêves, et très bien, il faut pas s'en vouloir. Merci beaucoup Joséphine pour cette invitation à rêver et à cultiver notre désir. Vous pouvez retrouver le roman de Joséphine Tassi, L'Indésir, aux éditions L'Iconoclaste. Je vous souhaite à tous et à toutes une journée pleine de désir et de bonheur.
Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.